Diversité juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Ce soir, l'histoire des Juifs de France, un cours proposé par Béatrice Philippe. Bonsoir Béatrice Philippe. Bonsoir. Bonsoir. C'est une première, un premier cours à la radio. Ça vous était jamais arrivé, ça? J'ai déjà fait des émissions à la radio, mais je dois dire que résumer l'histoire des Juifs de France en 4 leçons est un petit peu difficile, mais c'est un pari quand même assez fascinant. Une performance. On verra. On verra. Je vous présente en 2 mots. Vous êtes chargé de cours à l'INALCO. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis maître de conférence. Maître de conférence. Voilà. Ah ouais. C'est quand même pas la même chose. Non, maître de conférence à l'INALCO. Exact. Voilà, auteur de nombreux livres. J'espère que vous en donnez quand même, je pense. Oui. J'espère que vous en donnerez quelques-uns à la bibliographie. Nous donnerons une bibliographie, je le précise tout de suite, en fin d'émission, à la fin de cette série. Alors aujourd'hui, nous commençons cette deuxième série de cours, l'histoire des Juifs de France. Vous disiez c'est un très vaste sujet. Ce premier cours ira des origines, si on peut appeler ça des origines, enfin les origines de la présence juive en France jusqu'à... Eh bien, normalement, jusqu'à l'expulsion de Provence, c'est-à-dire 1498. 1498. Alors, avant de parler des origines, de la première présence des Juifs en France, une question qui s'adresse à l'historienne: de quels moyens est-ce que vous disposez pour étudier l'histoire de ces Juifs de France? Lorsque on s'occupe de la période présente, actuelle, on est inondé par les documents. On en a beaucoup trop. Mais au fur et à mesure où on remonte dans les siècles, le problème des sources est de plus en plus aigu. Pour les premiers siècles, on ne dispose pas de grand-chose, de quelques tout petits témoignages archéologiques minuscules, et puis petit à petit d'écrits, mais la plupart de ces écrits, en tout cas jusqu'au IXe siècle, sont des écrits d'origine chrétienne. Donc c'est assez faible. Alors parler de démographie, par exemple, relève de la pure fantaisie. Les historiens de l'époque, lorsqu'ils parlent du nombre des Juifs, on a l'impression qu'ils disent un petit peu n'importe quoi. Donc il faut faire attention, il faut se contenter de ce qu'on a, être très modeste, et surtout ne pas essayer de broder. Où et quand commence l'histoire des Juifs de France? L'histoire des Juifs de France commence dans un pays qui est encore très largement paganisé. Il faut quand même se souvenir que ce n'est que vers le IIIe, IVe siècle que la religion chrétienne s'installe en France. Et c'est à peu près au même moment que des Juifs viennent en France en nombre, petit nombre, je dois dire, normalement par les routes de la Méditerranée. Petit nombre, c'est-à-dire? Ah non, me demandez pas de chiffres. Pas de chiffres. Pas de chiffres parce que je ne voudrais pas commettre d'erreur. Alors, ils viennent de la Méditerranée. Certains sont des Juifs d'origine palestinienne. D'autres, par contre, viennent déjà de l'Empire romain, où ils sont là avant même, souvent, la destruction du Second Temple. Donc, ils sont là très tôt, et en quelque sorte, un député juif français, on disait israélite à l'époque, au XIXe siècle, dira: nous sommes les plus vieux habitants de ce pays. Et quels sont les plus anciens signes de cette présence en France? Oh, les plus anciens signes sont un sceau qu'on a retrouvé dans la région de Bordeaux, sont une tombe, un morceau de tombe, sont également des restes d'un candélabre en pierre qu'on a retrouvé, et puis ensuite, eh bien, plus rien, sinon des écrits où l'on mentionne des Juifs. Est-ce que ça veut dire que les premiers Juifs, donc on a dit premier siècle de notre ère, est-ce que ça veut dire qu'ensuite leur présence a été interrompue puis a repris? On ne sait pas très bien. Vous savez, il ne faut pas oublier que l'histoire des Juifs dans ce pays n'est pas une histoire continue. Les Juifs viennent, sont très mobiles et se déplacent parce qu'ils voyagent beaucoup, ils sont souvent des grands marchands, et aussi parce que malheureusement l'intolérance les force à voyager.
Alors, l'histoire des Juifs de France se confond-elle avec l'histoire de l'antisémitisme en France? Je dis ça parce que je viens de lire votre livre, enfin de vos livres consacrés aux Juifs, leur place dans la société française. Et puis c'est un livre un peu noir. Enfin, pardonnez-moi l'expression. Et on a souvent l'impression que cela se confond avec une histoire de l'antisémitisme. Quel est votre avis? Écoutez, je serais peut-être moins noir que vous. Évidemment, on a toujours tendance à parler... D'abord, antisémitisme est un mot qu'il ne faut pas employer pour les époques anciennes. Le mot antisémitisme est né à la fin du XIXe siècle, 1883 si je ne m'abuse. Donc on peut parler d'anti-judaïsme, souvent d'origine religieuse. Bien entendu, je vais être amené à parler de massacres, d'expulsions, de mesures de rétorsion les plus désagréables, mais ces mesures ne sont jamais continues et ne frappent pas toutes les mêmes régions en même temps. C'est le regretté Robert Ankel qui disait que l'histoire des Juifs est plus que tout autre une histoire discontinue, très variable selon les régions et les moments. Alors dire qu'elle se confond avec l'histoire de l'antisémitisme, non. Il y a certainement des gens qui ont vécu de l'enfance à la vieillesse heureux, mais pas toujours malheureusement. Ça veut dire une histoire très très diverse, des communautés diverses. Voilà, ce sont des communautés diverses, des parcours divers. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quels sont jusqu'au Capétien? On va prendre une date butoir. Enfin, c'est en 987. Quels sont jusqu'à cette date les rapports entre les Juifs et les chrétiens? Eh bien, ça, c'est une question qui est très 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 longue, parce que si nous partons du IIIe siècle pour arriver jusqu'au Xe siècle, on avale beaucoup de siècles en quelques minutes. Je dirais qu'au départ, il faut quand même se souvenir que la religion chrétienne ne devient religion d'État qu'en 320. Et que là encore, elle n'est pas véritablement implantée. Lorsqu'elle le sera vraiment, c'est-à-dire lorsque Clovis se convertira au christianisme, les populations, et notamment dans les campagnes, ne sont pas véritablement chrétiennes. Ça, c'est autour de l'an 500. Oui, l'an 480, je n'ai plus les dates exactes, 98, je crois. Enfin, disons, à la fin du 5e siècle. Et la situation des Juifs ne paraît pas plus mauvaise que celle des autres habitants si on peut appeler ça un pays, n'est-ce pas? Oui, de cette contrée. De cette contrée, de cette région. Elle n'est pas sensiblement plus mauvaise. De toute façon, la vie est courte. La vie est dure, et semble-t-il, les Juifs sont plutôt plus cultivés que les autres habitants. Comme tels, ils peuvent exercer des quantités de professions. Alors, là encore, comment le savons-nous? Eh bien, nous le savons par un historien extraordinaire qui s'appelle Grégoire de Tours, et qui a vécu à l'époque du roi Chilpéric, donc sous les Mérovingiens. Je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent très bien les Mérovingiens, ça paraît vraiment perdu dans la nuit des temps. Alors, Chilpéric, dans son histoire des Francs, raconte diverses anecdotes, d'où il ressort que, effectivement, on trouve des Juifs bateliers, des Juifs médecins, des Juifs dans l'entourage même du souverain. Mais déjà, l'Église veille et essaye de convertir ce peuple à la nuque raide. Donc il y a à la fois des essais que l'on peut trouver dès l'origine de la victoire du christianisme, des essais de limitation du pouvoir des Juifs, et en même temps, eh bien, ils sont mêlés à la population. Ils parlent la même langue que les autres, ils sont habillés comme les autres, et ils exercent même tous les métiers. Sous Charlemagne, par exemple, et sous Louis le Pieux, donc au IXe siècle, on sait qu'il y avait des Juifs qui étaient bien placés. Lorsque Charlemagne envoie des ambassadeurs à Haroun al-Rachid, eh bien, parmi ceux-ci, il y a un Juif. N'empêche que certains évêques protestent, notamment l'évêque de Lyon, Agbar, proteste et parle de ce toupet des Juifs qui veulent s'insérer partout.
Alors bien sûr, les conciles, il y en a des quantités, mais la plupart des conciles, notamment celui d'Orléans, demandent des mesures de ségrégation. Mais si ces conciles sont obligés de le répéter, c'est que ces mesures ne sont pas suivies. Et notamment en Septimanie, c'est-à-dire dans le sud de la France, on sait que les Juifs possédaient des grands domaines, et je dirais même, au risque de choquer nos auditeurs, que certains d'entre eux avaient probablement des esclaves, ce qui était une main-d'œuvre servile, ce qui était tout à fait normal. Et c'est sur ce problème des esclaves que l'Église va focaliser sa mauvaise humeur. Et c'est une des raisons qui éloignera les Juifs de la terre, c'est qu'une mesure de l'Église qui sera suivie, c'est de décréter que les esclaves qui se convertissent au christianisme n'ont plus le droit d'être esclaves des Juifs, mais sont libérés. Évidemment, lorsqu'on propose aux gens la liberté totale, il est évident que le baptême les tente. Mais enfin, disons que dans cette époque, pratiquement jusqu'aux croisades, eh bien, la vie des Juifs a été relativement semblable à celle des autres habitants. Alors, à partir de cette période, leur situation se dégrade. Quelles sont les conséquences de cette dégradation? D'abord, comment se manifeste cette dégradation de leur statut? Et puis, quelles en sont les conséquences? La dégradation... Avant de parler de la dégradation de leur statut, il faudrait évoquer une des plus hautes figures du judaïsme français, à savoir Rachi, le maître de Troyes. Le maître de Troyes qui, le premier peut-être, a introduit véritablement l'étude talmudique en France et qui a eu énormément de disciples, les tosafistes, qui vont fonder un peu partout, notamment à Évreux, à Tours, en Bretagne, des écoles talmudiques très florissantes. De Champagne, il va rayonner. Et puis après cette période de gloire, parce que Rachi est quand même des figures majeures du judaïsme, eh bien commence une période dure, difficile, que l'on a l'habitude de dater des premières croisades. 1096, 1099. Pourquoi est-ce qu'on la date de cette période? Est-ce que les premières croisades sont une certaine cause, ont une certaine responsabilité dans cette dégradation? Oui, sans aucun doute. Parce que avant d'aller tuer du Sarrasin, casser du Sarrasin, n'est-ce pas, reprendre Jérusalem, eh bien, on veut petit à petit, on s'en prend à l'ennemi de l'intérieur. Je crois que la part de responsabilité de l'Église est là extrêmement importante. L'Église ne veut pas la mort du Juif, elle veut sa conversion. Mais les populations qui ne comprennent pas exactement ce genre d'argustie, eh bien, voient de plus en plus dans les Juifs les ennemis du Christ. Et la première croisade s'est accompagnée de massacres affreux, notamment un peu en Normandie, mais surtout dans la vallée du Rhin. À partir de là, le Juif est mis à l'écart. Une deuxième raison, peut-être, est dans l'instauration du système féodal, où la société est divisée en 3 classes, comme vous le savez, ceux qui prient, c'est-à-dire les prêtres, ceux qui se battent, c'est-à-dire les soldats, et ceux qui travaillent, c'est-à-dire tous les autres. Eh bien, les Juifs, dans ce corps chrétien mystique, n'ont plus vraiment de place. Ils sont mis en marge de la société, ils forment un groupe à part. Et je crois que de là commence la véritable ségrégation. Alors, comment se caractérise la vie juive à cette époque? Eh bien, la vie juive est certainement intellectuellement beaucoup plus riche qu'elle ne l'était avant, notamment, je vous dis, à partir de Rachi. Et petit à petit, il va y avoir... la France, ne faut pas l'oublier, est à cette époque divisée, émiettée, divisée en une quantité de principautés où la vie est très différente. C'est vraiment le système féodal. Les rois de France vont du reste s'employer à rassembler ces terres éparses. Alors, la vie des Juifs est différente selon l'endroit où ils vivent. Et nous savons
très bien que, par exemple, dans le midi de la France, dans la région du Languedoc notamment, eh bien, c'est un véritable phare qui s'allume, et c'est une vie juive très riche. Plus riche peut-être que dans le Nord, ou plutôt rattachée au Royaume de France, où les persécutions sont plus difficiles. Est-ce qu'on peut dessiner une carte, une sorte de carte des communautés juives de France à la fin du Moyen Âge? Alors, la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire 1492, c'est la fin du Moyen Âge. Ce n'est pas peut-être une très bonne date si l'on se souvient que les Juifs ont été expulsés plusieurs fois à partir du règne de Philippe Auguste, c'est-à-dire à partir de 1192. Ils vont être expulsés, ils vont être rappelés, ils vont être expulsés pour finalement être chassés totalement à la fin du XIVe siècle. Oui, donc dessiner une carte à 1492, il manquerait énormément d'éléments. Il manquerait énormément d'éléments, donc c'est pas la bonne date. Hein. Alors, si vous aviez à en dessiner une, laquelle choisiriez-vous? Une carte qui reflèterait la diversité des communautés juives en France au Moyen Âge. Ça dépend encore une fois à quelle époque je me place. Il y a eu des Juifs partout, dans toute la France, au VIe siècle, notamment Grégoire de Tours parle de la communauté de Clermont, n'est-ce pas, Clermont-Ferrand. Il y a des Juifs à Marseille. Mais disons que si vous voulez vous placer à partir du XIIe et XIIIe siècle, les plus belles communautés, les communautés les plus intellectuellement développées sont celles du Toulousain. C'est là où il y a pu y avoir des savants juifs qui se sont occupés, non seulement comme ceux du Nord quelques siècles avant, d'études bibliques ou talmudiques, mais de toutes les sciences. Et l'on est étonné, pendant ce siècle d'or, du savoir extraordinaire de ces gens. Et ils ont fait le lien aussi avec la culture arabe. Tout à fait. Ils étaient le vecteur. Ils venaient souvent, soit d'Afrique du Nord et d'Espagne musulmane, chassés par la nouvelle intransigeance des Arabes. Ils se sont donc réfugiés dans le midi de la France et ils ont conservé la langue arabe. Alors, on a, n'est-ce pas, des écrits, puisque vous me parliez de sources extraordinaires, là, qui ont été retrouvés, notamment à la Guénitia, où on a des programmes d'éducation. Et on sait que ces jeunes gens apprenaient à la fois l'hébreu, savaient l'arabe et parlaient également le provençal. Donc, ils savaient des quantités de choses, et c'est eux qui ont traduit de l'arabe en hébreu, notamment les œuvres du maître de Cordoue, je veux dire Maïmonide. Ils étaient physiciens, ils étaient géographes, ils étaient médecins, et en même temps ils étaient juifs et profondément croyants. Ça vraiment, dans cette région, jusqu'à la guerre contre les Albigeois, donc jusqu'à l'époque de Saint-Louis, XIIIe siècle, eh bien nous avons une culture juive très très belle, dont il nous reste tout de même des traces. Dans les autres régions, quel est le sort des Juifs de France? Eh bien, le sort, effectivement, devient de plus en plus difficile. Ils ont donc été expulsés, une première fois par Philippe Auguste, et puis encore après un certain nombre de fois. Je ne vais pas rentrer dans ces détails en si peu de temps. Mais ils sont effectivement, la situation devient plus mauvaise. Louis IX, que l'on appelle communément Saint Louis, n'a qu'une idée, c'est de les convertir. Et pour les convertir, il emploie des méthodes, je dirais, excusez-moi, pas très catholiques. C'est-à-dire qu'il les oblige ou catholiques, je n'en sais rien, à arborer un badge à partir de 1215, concile du Latran. Ils ont été chassés de la terre. Ils vont donc de plus en plus, étant donné la pression fiscale accentuée qui pèse sur eux, se consacrer au prêt.
Et comme ils se consacrent au prêt, eh bien, ils sont de plus en plus mal vus par la population. Et arborer un badge, c'est-à-dire comme les Juifs sous l'occupation, sous Vichy, quel était ce badge? Eh bien, ça s'appelait une rouelle. Et il y avait tout de même une différence avec Vichy, c'est qu'il fallait pas donner de ticket pour l'avoir. Selon les rois, elle était gratuite ou il fallait la payer. Ce badge, tout de même, ne faisons pas d'histoire prospective, n'envoyait pas les gens à la mort, n'est-ce pas? Mais elle les marquait, comme elle marquait les lépreux, qui avaient également un signe d'infamie, ou les filles publiques. Donc, ce qui prouve du reste qu'on ne reconnaissait pas tellement un juif d'un autre personnage, puisqu'il fallait bel et bien lui mettre un badge. Et ça, c'est à partir de 1215. Là aussi, la vie devient plus dure. C'est l'époque où le Talmud va être jugé et va être condamné, toujours sous Louis IX, et va être finalement brûlé en place de Grève. Oui. Donc, voyez-vous, la situation n'est pas fameuse. Et là, vous allez me dire, vous parlez d'anti-judaïsme. Oui. Et plusieurs fois. C'est-à-dire que, est-ce que c'est à cette époque que s'organisent des discussions, des disputes entre chrétiens et juifs qui arrivent la plupart du temps à ce qu'on brûle livres sacrés en public? Alors, je dirais que ce que vous voulez sans doute parler des controverses. Les controverses. Bon, les controverses se terminent au contraire à cette époque-là. Oui. Et c'est peut-être pas bon, parce que tant que les gens discutent, ils ne sont pas d'accord, ils se convainquent pas les uns les autres, bien entendu, mais quand même ils ont un contact. Les controverses existent depuis le haut Moyen Âge, et bien entendu, ce sont souvent les Juifs qui ont le dessous, non pas intellectuellement, mais parce qu'ils sont les moins forts, par la volonté du Seigneur. Au contraire, ils sont souvent très forts dans la dialectique. Or, c'est sous Louis IX que va avoir lieu à Paris la dernière controverse. Saint-Louis ne veut plus de controverse parce que, dit-il, il ne veut pas entendre médire de la foi. Et peut-être aussi parce qu'il a peur de la logique des rabbins. Les rabbins qui sont très forts et qui connaissent, parce que là on a leur plaidoyer, qui connaissent aussi bien la Bible que le Nouveau Testament. Et c'est la fin des controverses dans ce premier quart du XIIIe siècle. Alors ensuite, il va arriver en France une série de malheurs, une série d'expulsions. Qu'est-ce qui provoque ces expulsions? Les expulsions commencent plus tôt. Les expulsions commencent dès le règne de Philippe Auguste, donc à la fin du XIIe siècle. Et chaque fois, les Juifs sont rappelés. Ils sont jusqu'à la dernière, 1394, où ils ne seront plus rappelés. Alors pourquoi les expulsions? Eh bien, les expulsions, c'est parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on les considère de plus en plus comme étrangers, comme ennemis et comme représentant le mal. Mais pourquoi les rappels? Et pourquoi reviennent-ils? Eh bien, les rappels, c'est souvent parce qu'on a besoin d'eux. L'Église, notamment, interdit le prêt. Alors, vous savez très bien, et nous sommes tous payés pour le savoir, si je puis dire, que sans prêt, il n'y a pas d'économie. Et c'est les Juifs que l'on se charge de ce travail ingrat. Donc, lorsqu'on a besoin d'argent, on les rappelle, ils restent là un certain temps, et puis on les chasse. L'expulsion la plus dure, celle qui véritablement va décapiter le judaïsme français, c'est déjà l'expulsion de 1306, ordonnée par Philippe IV le Bel, qui pourtant était un grand roi, mais qui là s'est montré, c'est un roi très dur, c'est le roi des Templiers. Et c'est sanguinaire, lui, oui. Sanguinaire peut-être pas, mais enfin très très dur. Et c'est lui qui a vraiment l'Aquitaine était réunie au royaume, et là l'expulsion a lieu sur une très grande échelle. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir apparaître une France sans juifs? Non, absolument pas, pas encore, car la France de l'époque n'était pas la France actuelle. Et en Provence,
les Juifs, la Provence appartient à cette époque au comte d'Anjou, les Juifs trouvent un refuge en Provence, où ils vont rester très longtemps, et également dans cette petite enclave, dont on ne les délogera jamais, cette toute petite enclave qui a été donnée au pape, et qui se nomme le Comtat vénessin. Le Comtat vénessin. Nous parlerons des Juifs comtadins, comme on les appelle, je crois, les Juifs comtadins, la prochaine fois. Voyons, on est arrivé en 25 minutes à tracer l'histoire des Juifs de France. Oui, mais j'espère que nos auditeurs... En tout cas, on les amènera à poursuivre leurs recherches, et s'ils ont découvert en cette première émission des sujets qu'ils ne connaissaient pas, eh bien, on leur indiquera une bibliographie. J'aimerais, pour le peu de temps qu'il me reste, indiquer que l'université se déroule à la radio, mais bien entendu aussi à l'extérieur. L'université séfarade, du lundi au jeudi, avec alors vous appelez, je vais vous donner le numéro de téléphone, vous appelez la rue des Vignes, c'est-à-dire la fondation séfarade 92, je vais y arriver. Voilà, c'était au 52 rue des Vignes. Le téléphone est le 42 24 41 41. Arlette Goldberg se fera un plaisir de vous donner tous ces cours qui sont gratuits, très intéressants, qui couvrent l'hébreu classique, l'histoire juive séfarade, la diaspora séfarade, des introductions à la Bible, des cours d'hébreu classique et moderne. Voilà, de nombreux domaines de la pensée juive. Merci Béatrice Philippe. À la semaine prochaine.